Bienvenue à la présentation qui porte sur soutenir les enseignants en début de carrière. Pour quels besoins et par quelles mesures d'insertion? Je vous propose un plan suivant, histoire de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, je vais parler un peu de la problématique de l'entrée en carrière, mais on a déjà entendu pas mal de choses avec la présentation de Thierry. Je vais présenter un peu une approche multidimensionnelle de l'insertion professionnelle qui peut servir de base un peu pour penser quelles mesures mettre en place ou comment étudier de façon plus complète l'insertion professionnelle. Puis les éléments méthodologiques. Quelques résultats, bien sûr, je dis quelques résultats puisque c'était une grosse recherche avec beaucoup de données. Alors, j'ai dû faire une sélection en essayant d'imaginer qui sera mon public. Alors, après ça, les résultats, je vais essayer de relever quelques réflexions ou des éléments qui méritent d'être mis en relief et on pourrait en profiter peut-être pour échanger aussi. Et puis, bien sûr, je prévois qu'à la fin, il y a des questions, peut-être des commentaires, peut-être d'autres échanges sur des sujets qui touchent l'insertion et le soutien en début de carrière. Donc, je vais parler de la problématique. Comme élément de problématique, premier élément, je pense qu'on est d'accord. Après ce qu'on entend ces derniers temps, depuis pas mal longtemps déjà, et ce matin, on parle de la pénibilité des débuts dans la carrière enseignante. Et cette pénibilité est alimentée par un certain nombre d'éléments. Le premier qui va de soi, c'est que entrer dans l'enseignement, c'est entrer dans plusieurs mondes à la fois. C'est plusieurs entrées à la fois. On entre à la fois sur le marché du travail, on entre dans la profession, on entre dans une école, on entre dans une équipe école, une équipe cycle, on entre dans une classe, puis on fait contact avec les élèves. C'est donc plusieurs... oui, tout ce qui est tout autour. Et le milieu environnant. Cette pluralité d'entrées commande aussi des apprentissages multiples, à différents niveaux également. On apprend à connaître ses élèves, on apprend à connaître ses collègues, on apprend à composer avec la culture, on apprend beaucoup de choses. Et l'autre élément, il y a des nouveaux défis inhérents au passage du statut d'étudiant, de la formation initiale au statut plus engageant de professionnel, plus engageant au plan à la fois professionnel, au plan social, on est redevable, au plan moral également, tout le poids qu'on porte sur ses épaules en tant que nouveau enseignant. Mais il y a aussi des défis qui sont liés à l'exercice autonome du métier. Alors qu'en formation initiale, on était quand même accompagné, on pouvait toujours se cacher derrière le statut d'étudiant, mais cette fois-ci, on doit exercer de manière autonome la profession. Tout cela vient s'aggraver aussi avec les conditions d'insertion périlleuse. On parlait ce matin des tâches difficiles, des fois les plus difficiles d'une école, les classes multiniveaux, les tâches éclatées. Et j'en passe. Tout cela fait que les débuts de carrière représentent ou peuvent être considérés par les nouveaux enseignants comme des moments de déséquilibre, des moments de crise, des moments de discordance, des moments de remise en question, voire d'abandon. On parlait de 25%, que ce soit 25% ou 20%, c'est quand même l'abandon après 4 années de formation et toutes les conséquences que cela peut entraîner. Évidemment, il y a aussi des conséquences, et peut-être que de plus en plus, il faut en avoir conscience. Il y a des coûts financiers qui sont liés à la fois aux dépenses pour recruter, remplacer des enseignants qui quittent ou qui bougent d'un milieu à l'autre. Il y a également une question de santé et de bien-être psychologique. La profession enseignante est de plus en plus classée parmi les professions à plus haut risque, pour différentes raisons. Il y a également des coûts caritatifs. Des coûts caritatifs, je pense toujours aussi à la continuité dans le programme. On pense aussi à la qualité de l'enseignement. Et ce matin, on parlait également de la réussite des élèves. Alors, des fois, on ne le voit pas. On dit, pourquoi dépenser? Mais au fond, c'est qu'il y a des impacts que peut-être les gens n'ont pas arrivé à saisir ou à documenter pour voir l'impact direct que ça peut avoir sur la motivation des élèves et leur réussite. Ce qui est bien, c'est qu'au Québec et ailleurs en Occident, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, on voit des initiatives de mise en place de programmes d'insertion professionnelle. C'est rendu comme une voie de prédilection pour faire face au phénomène de difficultés et d'abandon dans la profession. Dans certains pays, ils ont déjà fait des études pour montrer quels sont les effets
de certaines mesures d'insertion professionnelle. Alors, c'est bien beau tout ça. On est convaincu, je pense que je ne peux pas vous convaincre qu'ils ont besoin de soutien durant les premières années, mais quand offrir le soutien? Est-ce que c'est la première année? Est-ce que c'est la deuxième année aussi? Est-ce que c'est aussi la 5e année ou seulement la 5e année? Est-ce que c'est aussi la 10e année? Est-ce que les résultats peuvent nous éclairer? Ou est-ce que c'est le plus utile et urgent d'intervenir? Puis, à quelle fréquence? Pour quels besoins? Et par quelle mesure? Alors, je vous présente une approche multidimensionnelle de l'insertion professionnelle. Alors, ce que je montre, c'est que l'insertion professionnelle, c'est complexe. Il fut un temps, quand j'ai commencé mon doctorat, c'était dans les années 90, l'insertion professionnelle était vue juste dans sa dimension économique et administrative. Tu entres sur le marché du travail, tu trouves un emploi, et cet emploi, après peut-être quelques temps, ou même la première année, c'était un emploi à vie. L'insertion est finie. Okay? Mais là, avec les transformations du marché du travail, ce n'est plus ça. Donc, il y a la première dimension qui est s'intégrer dans l'emploi, avec les questions de type d'emploi, sécurité. Mais de plus en plus, on se dit, c'est bien beau de trouver un emploi, mais quel emploi, dans quel domaine? Il y a des enseignants qui travaillent dans la restauration, par moment ou pour compléter. Il y en a qui enseignent le piano. Il y en a qui vont travailler dans les laboratoires. Donc, l'autre dimension, c'est à l'affectation spécifique et les conditions particulières d'enseignement. On parlait d'enseignement dans les classes multiniveaux ou multi-âges. Des fois, c'est une question de déplacement parce que dans une journée, on doit faire 2 écoles ou 3 écoles. Et puis d'autres fois, c'est le nombre de planifications qu'on a à faire qui font qu'il y a une surcharge de travail qui est à la fois objective, mais qui peut être juste qualitatif, selon le type de matière qu'on a. Évidemment, ce que j'ai sauté, c'est que l'insertion professionnelle, oui, ce n'est plus un événement instantané. C'est pas, je finis ma formation, le lendemain, je suis insérée. C'est plus à long terme. L'autre dimension, c'est la socialisation organisationnelle. On entre quelque part dans un milieu qui a ses attentes, qui a ses normes, sa culture, sa façon de fonctionner. On entre dans un système qui est pas mal complexe. Et depuis que je fais les études sur l'insertion professionnelle, j'entends la mécanique trop hermétique, c'est difficile à digérer, puis on le verra au niveau des besoins aussi, c'est un élément qui va ressortir beaucoup. Donc, en parlant de socialisation, c'est la question de se familiariser à l'environnement à la fois physique, humain, philosophique, politique. Tout ça, ça caractérise un milieu. Alors, d'une école à l'autre, ou d'une commission scolaire à l'autre, on voit apparaître de nouvelles réalités, de nouvelles attentes. Évidemment, longtemps aussi, on a considéré que s'insérer, c'est savoir faire la classe. Dans ce temps-là, à cette époque-là, probablement moi, quand j'ai fini mes études en enseignement, c'était effectivement savoir faire la classe. Il n'y avait pas d'autres contraintes ou d'autres obstacles. Donc, savoir faire la classe, c'est toute la question du développement professionnel, d'acquérir et de développer des savoirs professionnels, puis des compétences professionnelles, selon les référentiels d'une époque. Il fut un temps que c'était savoir maîtriser sa discipline. Là, on a vu qu'il ne suffit plus de maîtriser la discipline. C'est rendu complexe. Juste la discipline, ça ne te permet pas de savoir faire la classe. Et une dernière dimension que j'ai ajoutée à la suite de tous les résultats de recherche, ce que j'ai fait ou ce que j'ai vu ailleurs, c'est la dimension personnelle et psychologique. L'insertion professionnelle, c'est une expérience humaine qui implique des enjeux affectifs, émotionnels, confiance en soi, assurance, sentiment d'efficacité personnelle, stress intense à gérer. Et souvent, c'est comme la porte d'entrée pour que tu sois fonctionnel. Hein, quand vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, là, cognitivement, il y a un blocage. Bon, alors, ça finit là, mais tout cela se passe pas sur une île déserte, c'est quand même dans un système où il y a l'acteur qui compose avec le système, qui compose avec un environnement de travail. Au-delà même de l'école, de la commission scolaire, il y a un milieu socio-économique, il y a un milieu, pour moi, politique. Et donc, c'est tout aussi des éléments importants. Au niveau méthodologique, premier élément
Bon, sources de données utilisées. C'est d'abord que nous avons mené une recherche subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Donc, la subvention obtenue en 2009 et au fur et à mesure, on a mené la recherche. Et j'en profite pour remercier les fédérations syndicales qui ont aidé pour le recrutement. Et j'en profite aussi pour remercier certaines commissions scolaires. Il n'y en avait pas beaucoup, 29, mais c'est quand même bien qu'ils se sont donnés, vous autorisez les porteurs de dossiers insertion professionnelle à participer à notre recherche. J'aurais aimé que ce soit toutes les commissions scolaires. J'avais un peu d'argent pour essayer de le faire, mais on ne saisit pas les opportunités. Alors, donc, enquête auprès de commissions scolaires, c'était le point de départ, ou deuxième étape en fait, avec 29 commissions scolaires qui ont participé, puis avec des entrevues dans 8 commissions scolaires. Mais je ne présente pas ces résultats-là. Ils ont déjà été publiés dans 2 articles quelque part. Puis au niveau de l'enquête auprès des enseignants débutants, donc à l'automne 2013, 250 enseignants ont répondu à notre enquête. On sait que les débuts de carrière, les gens bougent beaucoup et des fois les questionnaires n'arrivent pas à bon port. Donc, dans 46 des 60 commissions scolaires francophones, ce qui est bien. En passant au niveau des commissions scolaires qui avaient répondu, oui, il y en avait une anglophone. Mais avec toutes les complications, finalement, la suite s'est faite avec les commissions scolaires francophones. Et voilà, et donc majoritairement des femmes, comme d'habitude. Ordre d'enseignement, tous les ordres d'enseignement, préscolaire, primaire, secondaire, formation générale aux adultes, puis FP, je dis toujours FP, FGA, puis après ça j'oublie c'est quoi encore. Bon. OK. C'est ça, puis bien sûr, proportionnellement, les enseignants du préscolaire primaire sont plus nombreux, ensuite les enseignants du secondaire. Moyenne d'âge 32 ans, expérience moyenne 5 ans, statut d'emploi à peu près égal et des précaires et des enseignants à statut régulier. Au niveau des analyses descriptives traditionnelles, c'est-à-dire les fréquences et les pourcentages, ça nous donne une indication, mais souvent on veut aller plus loin pour voir s'il y a des différences significatives, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps pour présenter tout ça là. Mais voilà, j'utilise des tests qu'on appelle non paramétriques, pour vérifier s'il y a des différences. Quelques résultats. Alors, conditions. Je me suis dit, c'est bien beau de vouloir vous parler des soutiens offerts, qui en a bénéficié, quel type de soutien, mais peut-être que c'est mieux de donner déjà une bonne idée. C'est quoi les conditions et l'expérience des premières années suite à cette enquête-là? Je choisis quelques éléments. Et le premier, c'est de vous donner une idée sur le sentiment de compétence quand on commence la carrière en enseignement. En passant, quand on termine les études à la fin, le sentiment de compétence est très élevé. Mais lors de la première année, il y a quelque chose qui se passe dans cette transition-là. Et c'est ça. Mais bon, c'est peut-être pas dramatique, mais quand même, on a un 27% qui se considèrent peu ou pas du tout compétents. Et seulement 7% se considèrent très compétents. Donc, il y a quand même quelque chose. Si j'avais le temps, je vous parlerai quels sont les compétences qui semblent poser problème, mais indirectement, on va comprendre avec les autres résultats. Ensuite, on dit souvent que les enseignants débutants, des fois, se retrouvent avec des matières hors leur champ de formation. Est-ce que c'est vrai? Bon, oui, c'est vrai. On peut voir que 20% ont enseigné 3 disciplines et plus en dehors de leur champ de formation. Alors, on peut s'imaginer ce que ça peut représenter au niveau de la charge qualitative de travail. Mais aussi en termes de temps. Hein? Okay. Ensuite, est-ce qu'il y a vraiment une forte mobilité en début de carrière? Au niveau des commissions scolaires, bon, pas dramatique. Bon, on peut voir que 14% ont travaillé dans 3 commissions scolaires et plus. Bon, c'est peut-être pas dramatique, mais il y a quand même les grosses commissions scolaires, c'est rendu qu'il faut vraiment se déplacer et aller loin. Mais au niveau des écoles, j'ai considéré les écoles publiques, au niveau des écoles, on constate que quand même 37%, un peu de temps, des fois en 3 ans, 2 ans, 3, 4, 5 ans, 37% ont enseigné dans 6 écoles et plus.
parfois même jusqu'à 11 écoles et plus. Et tantôt, je parlais un peu au niveau de la socialisation organisationnelle. Ça veut dire que c'est une nouvelle insertion sociale. Au niveau de la collaboration, au niveau de la connaissance du milieu. Ensuite, on leur demandait aussi, considérez-vous que votre insertion professionnelle a été facile, très facile, difficile ou très difficile? Et on voit que, quand même, 62%, ça a été facile ou très facile, mais ça dépend quand même de sur quel aspect ils reposent leur jugement. Des fois, moi, ça a été facile, rapidement, j'ai eu un contrat de 3 mois. C'était quand même bien parce que c'est difficile. Bon, d'autres disent, j'ai eu la chance, je suis tombée dans un milieu où les enseignants sont super bienveillants et gentils. Ah, c'était tellement peut-être fort pour que ça vienne un peu compenser pour les autres aspects difficiles. Donc, on voit quand même 38% qui trouvent l'insertion difficile, très difficile. Souvent, ils vont évoquer la précarité et toutes les conditions difficiles qui l'accompagnent. D'autres fois, ils vont parler justement des tâches difficiles. D'autres fois, ça va être tout simplement, je suis tombée dans une école, personne ne me parlait, puis je ne savais même pas où était la photocopieuse, ni où était la classe. Puis on m'a dit, c'est ta première journée, la classe est là-bas. Où? Ensuite, notre élément, c'est, vu tout ça, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de soutien après 4 ans de formation, après 700 heures de stage et même plus? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que durant la première année, 70% ont besoin de soutien. Non pas rarement, ni occasionnellement, mais régulièrement. 70%, c'est quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année? On pourra voir ça tantôt. Ensuite, est-ce que ces personnes-là ont reçu un soutien, vu qu'ils en ont besoin? Alors, durant les 5 premières années, vous voyez les pourcentages, 31% n'ont reçu aucun soutien, que ce soit formel ou informel. Ils sont perdus, laissés pour compte quelque part. Et on voit quand même qu'il y a 29% qui bénéficient d'un soutien dans le cadre d'un programme d'insertion professionnelle dont la commission scolaire beaucoup plus, mais pour un 4%, c'est de l'école. Et le soutien informel, en tout cas de plus en plus, on a l'impression qu'il y a des collègues qui accueillent, et qui parlent, qui proposent. Donc le soutien informel. Mais le soutien informel n'inclut pas juste les collègues. On verra beaucoup aussi qu'il y a la famille, le réseau d'amis. Un gros coussin pour survivre. Ici, j'ai mis, oui, syndicat 7%. Je trouvais ça quand même surprenant. J'ai réalisé que, avec d'autres données, que les délégués syndicaux dans les écoles sont quand même présents, à peu près 41 ou 41%, quelque chose comme ça. Alors, je me suis dit, pour les enseignants débutants, il y a un travail à faire. Ils ne s'imaginent pas que le délégué syndical, c'est quelqu'un du syndicat et que donc le syndicat soutient. C'est plus et avant tout, parce qu'il est dans le milieu, c'est comme un collègue, en quelque sorte. C'était pour nuancer un peu ce taux peut-être plus faible, sans pour autant dire qu'il ne restait pas des choses à faire. Alors, les moments critiques, quant aux besoins de soutien. On a essayé, pour le même groupe, de voir la première année, la deuxième année, troisième année, cinquième année, quelle était l'intensité, en tout cas, du besoin de soutien. Alors, il est clair que les 2 premières années, c'est les moments critiques. 70%, mais la deuxième année, on commence comme un peu à dire, c'est comme ça, puis à accepter des fois les choses, mais aussi à prendre peut-être un peu d'expérience ou à prendre un peu de stratégie. Mais on voit quand même que la troisième année, il en reste 26% qui ont besoin régulièrement. J'insiste plus sur le régulièrement. Et donc, rendu à la 5e année, il y a quand même 7%, mais on se dit que les gens cheminent. Ils cheminent pourquoi? Parce qu'ils prennent de l'expérience, ils acceptent les situations, mais il y en a qui se sont fait aider aussi, que ce soit de façon informelle ou de façon formelle. On a essayé de voir si vraiment il y a une différence significative dans le sentiment plutôt dans le sentiment de besoin de soutien
Est-ce qu'il y a vraiment une différence significative entre les années? Des fois, les pourcentages nous indiquent des choses extraordinaires, mais en réalité, quand on fait des tests plus poussés, bon, ce n'est pas si différent que ça d'une année à l'autre ou d'un groupe à l'autre. Et donc, ici, les analyses qu'on a faites, c'est juste pour montrer que, avec les analyses plus poussées, c'est que le besoin de soutien en première année est plus grand qu'en deuxième année, plus grand qu'en troisième année, plus grand qu'en quatrième année, plus grand qu'en cinquième année, deuxième année plus grand que troisième année, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc ça, c'est vraiment des analyses inférentielles poussées, checkées, refaites, et voilà. Ensuite, les besoins de soutien spécifiques. Maintenant, on se dit, ben, ils ont un besoin d'être soutenus. Je pense qu'on est d'accord, c'est pour ça que tout le monde essaie de faire quelque chose. C'est pour ça que peut-être il y a une petite subvention pour aider les commissions scolaires à faire quelque chose. Mais au fond, sur quels besoins? C'est bien beau de se lever, puis demain matin, ben, on fait quelque chose, là, on va leur offrir le mentorat, on va leur offrir des ateliers de formation, puis ils sont avec des enseignants d'expérience, mais au fond, ce n'est pas les mêmes besoins. Alors là, ce que le tableau nous montre, j'ai réuni les 20 besoins qui sont en tête, mais peut-être que je vais me limiter aux 10 premiers, mais j'ai fait aussi une synthèse de ces éléments-là. Alors, voyez-vous, je parlais de la socialisation organisationnelle et premier besoin, puis on peut le comprendre quand même, connaissance des rouages administratifs et syndicaux reliés à l'embauche et à l'affectation. C'était un casse-tête. On ne sait même pas à quel moment, ça je l'accepte, ça je ne l'accepte pas. Donc il y a un travail peut-être important. Je sais qu'il y a plein de documents qui renseignent sur les statuts, sur ça et ça, mais probablement que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on parlait de la lourdeur des choses, puis qu'on manque de temps, puis des fois on ne sait pas où ça se trouve. Régler les problèmes de comportement. On est avec la gestion de classe quand même, 91%. On ne se trompe pas, que ce soit primaire, préscolaire, c'est rendu que tout le monde, c'est un problème, gérer les comportements. Répondre aux besoins des élèves à risque ou en difficulté d'apprentissage, c'est quand même important aussi. Et suivre de près, présenter aux élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage des tâches d'apprentissage, des défis, des rôles dans le groupe classe pour les faire progresser. Et plus loin, on verra aussi l'intégration sociale dans le groupe, c'est devenu aussi un défi. Et petit à petit, on va voir, bon, il y a l'évaluation des apprentissages, mais il y a aussi des éléments beaucoup d'ordre plus personnel, affectif, émotionnel, tels que le besoin d'encouragement, de confiance en soi dans des moments difficiles. Être rassuré et confirmé dans ce que je fais. Oui, j'ai appris, je suis dans un milieu, je vois les élèves, j'essaie de faire des affaires. Est-ce que je fais bien les choses? J'aimerais que quelqu'un me dise si c'est correct. Puis on voit encore connaître, s'adapter au fonctionnement et à la culture de l'école. Bon, on peut voir peut-être d'autres éléments. La gestion du stress lié à l'entrée en carrière et aux conditions d'insertion. Gérer les différences et les rythmes d'apprentissage des élèves. Motiver les élèves. Connaissance des attentes institutionnelles. Ça, c'est ressorti quand même beaucoup aussi au niveau aussi, du sentiment de compétence. Puis on aimerait ça savoir qu'est-ce qu'on attend de nous, à quel niveau. Et puis quand on sait ce qu'on attend de nous, c'est comme si ça sécurisait aussi en même temps. Bon, on y voit le programme. On y voit le climat de la classe, on y voit le développement professionnel, la familiarisation à l'environnement, proposer des défis appropriés aux élèves avancés. Ah, pour une fois qu'on en parle, il y a aussi des élèves avancés à haut potentiel. Ben, ce n'est pas le plus gros problème, mais on aimerait ça aussi s'en occuper et puis savoir comment on fait pour relever le niveau puis les faire avancer. Je vous donne une blague. Une fois, j'avais un étudiant à la maîtrise, puis je voyais dans les discussions, les forums, il disait tel a fait, petit. Ah, moi j'ai eu un contrat, puis je suis arrivée, puis les activités des élèves ont fini, puis ils me demandaient encore. J'ai jamais vu ça, là. Parce que dans le milieu où j'enseignais avant, ben, il fallait pousser, puis dire, ben, fais tel numéro, avance encore un peu. Puis ils étaient là, ils te regardaient, ben, donne encore. C'est aussi quand même un bon défi, disons. Bon, j'ai essayé de dire, OK, je me représente mon public, puis il y avait 20 items, il y en a d'autres que je n'ai pas dit, puis je dis, ben, comment je peux synthétiser ça? Okay? Puis quand je regarde, que j'analyse, je me dis, je vois
3 blocs des besoins. Le premier, c'est les élèves. Bon, si je commence par, justement, gérer les comportements difficiles avec 91%, mais on y voit les élèves en difficulté, codés, les élèves à risque, ayant des difficultés d'apprentissage. On y voit l'évaluation, c'est quand même les élèves. On y voit le rythme d'apprentissage qu'il faut gérer, la motivation, le climat de classe, le haut potentiel, le respect, l'équité. Bon, j'ai mis le pourcentage parce que ça venait vraiment en dernier, mais quand même, c'est une préoccupation à l'égard de comment assurer le respect, l'équité à l'égard des différences dans la classe. Et si j'évalue comme ça, lui, ben, est-ce que lui, c'est juste par rapport à lui ou si autres? Ensuite, il y a le milieu et le système. Les rouages administratifs, le fonctionnement et la culture de l'école, l'environnement de travail, les attentes, l'intégration dans l'équipe école et dans l'équipe cycle. Puis, il y a soi. Soi, c'est toi, l'enseignant. Et donc, souvent, on veut les bombarder. Ah, il faut que tu maîtrises telle compétence au regard des élèves, que tu saches planifier, évaluer, utiliser les technologies. Mais au fond, la personne se cherche d'abord et avant tout. C'est cette personne-là qui a besoin d'encouragement, parce qu'on sait que c'est difficile. Même les enseignants d'expérience, des fois, en ont besoin. Ils ont besoin de parler avec quelqu'un. Au niveau de l'assurance, au niveau de la gestion du stress, au niveau du développement personnel, puis organiser le quotidien. Ce n'est pas ressorti dans les 20, mais pas mal, 61%, je crois. Organiser le quotidien, la multitude de tâches. Puis ce qu'il faut accepter, ce qu'il ne faut pas accepter. C'est beaucoup dans une journée. Ensuite, il y a le rapport à la profession, tout ce qui concerne la motivation à persévérer, se donner une image positive de la profession. C'est quand même important à un moment donné pour que les gens restent. Et j'ai mis un autre bloc ici à côté pour dire que, oui, à travers tout cela, on voit la préoccupation quand même pour les compétences. Et en particulier, la compétence 5, évaluation des apprentissages, la compétence de gestion de classe, la compétence avec les élèves en difficulté, la compétence pilotage, planification, les technologies, même si le milieu croit que c'est les autres qui doivent leur apprendre des choses. Mais les autres, ils sont terrorisés, ils voient le tableau blanc, des fois, ils ne l'ont jamais utilisé. Ou des fois, ils savent pitonner, mais l'usage pédagogique, ben, c'est beau. Bon, et donc, c'est quand même quelque chose qui ressortait dans les problématiques. Le soutien offert est-il satisfaisant? Alors, satisfaisant? Bon, on va voir. Okay. Alors, les enseignants, donc, c'est au regard du type de soutien en termes de degré de structuration, de systématisation, formelle versus informelle. Bon, on va voir qu'au niveau des programmes formels, les enseignants sont quand même satisfaits, mais 32% ne le sont pas, ou peu ou pas du tout. Ça veut dire qu'il y a du travail encore. Puis on peut le comprendre aussi, c'est encore en développement et en rodage. Si on regarde le soutien informel, de façon générale, peu importe qui donne le soutien informel, c'est quand même satisfaisant. C'est probablement parce que c'est moi qui l'ai cherché, j'ai rencontré la bonne personne et puis c'est le vrai besoin. Et plus le soutien informel provient des collègues, de l'équipe école à l'intérieur, plus il semble plus satisfaisant encore. Alors, ce que je peux dire tout simplement, c'est si on peut s'inspirer de qu'est-ce qui fait que le soutien informel, quand il est donné, évidemment, devient plus satisfaisant. Je pense que ça pourrait nous inspirer dans les programmes. Les programmes qui ont quand même l'avantage d'être systématisés et puis qu'au fur et à mesure, peut-être on va essayer de les rendre accessibles. Tandis que le soutien informel, c'est au bon vouloir de qui tu rencontres. Est-ce que le soutien reçu correspond à la nature des besoins ressentis, des principaux besoins? Pour 57%, un peu ou pas du tout. Oui, j'ai eu quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça ne servit à rien complètement, là. Mais ça ne répondait pas à mes vrais besoins et les principaux. Peut-être que mon besoin, c'était gestion de classe. Bon, on m'a aidé peut-être à jaser avec d'autres personnes. Ce n'est pas mauvais, mais... Ensuite, les sources du soutien bénéficiaire, la pertinence. Comme on traitait de la question, est-ce que le soutien il est pertinent? Est-ce que c'est vrai? Je regarde s'il correspond aux besoins, mais à la fois, j'essaie de voir qui sont les ressources
qui ont donné du soutien et jusqu'où cette ressource est considérée comme étant pertinente. Les 5 premières sources de soutien qui sont considérées comme étant pertinentes en termes de soutien prodigué, c'est bien sûr les enseignants d'expérience. Donc on voit 77% des répondants considèrent que le soutien reçu était pertinent. Bon, il y a le conjoint, les amis, la famille, 63%. Je ne dis pas qu'ils leur apprennent à planifier, mais il y en a quand même qui ont des familles dans l'enseignement. Mais c'est toute la question justement de soutien moral, psychologique, affectif. C'est une bonne ressource, la famille. Quand ça ne va pas et que je ne peux même pas en parler, c'est peut-être rendu à la maison que je peux éclater puis jaser avec ok, les amis. Voilà. Et disent tout ce que je ne peux pas dire. C'est ça. Puis après ça, tout ça. Ok, j'ai l'impression que je ressuscite. Bon. Il y a les conseillers pédagogiques aussi. Puis il y a quelque chose qui m'a surpris, mais que je comprends de plus en plus. Les professeurs d'université, surtout dans les dispositifs où on fait appel à la collaboration avec le milieu universitaire, comme dans les chantiers 7. Autant les enseignants débutants qui ont bénéficié de leur rapport sont satisfaits que les porteurs de dossiers qui ont répondu à un questionnaire et qui m'ont accordé des entrevues. Donc, ce serait une ressource à exploiter finalement. Bon. Mais pas loin, il y a le secrétaire d'école, l'incontournable secrétaire d'école. Vous leur direz. Puis les autres membres de la direction, pas la direction, enfin, avec la direction d'école aussi, on voit 47%, 47%, mais dans les recherches, on dit que le soutien de la direction est vraiment essentiel, pour plusieurs raisons. Ici, ce n'est pas pour dire qu'ils n'aimeraient pas l'avoir. Des fois, ils l'ont, mais finalement, ça porte pas. Peut-être pas pertinent, ou c'est peut-être mal donné, ou on a l'impression d'être jugé, ou j'étais sur un coin de la table qui m'a dit quelque chose. Bon, on voit les ressources humaines, là, c'était qui, là? OK, c'est ça, genre ressources éducatives, OK, de la commission scolaire, ressources humaines de la commission scolaire. En fait, ce que je sens aussi, c'est on les voit comme loin. C'est des personnes quelque part qu'on ne sait pas c'est où. Parce que le quotidien est pas mal prenant. OK. Donc, je pense que c'est bon comme ça, là. Je peux continuer. Les mesures de soutien bénéficiaires au degré d'aide apportée. Maintenant, on se dit, ben, il y a une série de mesures qui sont données, qui sont offertes. Mais est-ce qu'on estime que ça leur apporte beaucoup d'aide ou pas? Lesquelles apportent beaucoup d'aide? Lesquelles apporter moins, mais peut-être parce que ce n'est pas suffisamment bien orchestré. Bon, on verra avec les améliorations qui sont proposées. Alors, ici, quelque chose d'intéressant. On voit les 5 premières mesures qui sont considérées comme très aidantes. Puis en même temps, ces mesures qui sont considérées comme très aidantes, c'est les moins offertes. Okay? Temps de planification en commun. Puis dans les recherches aussi, là, c'est un élément qui ressort aux États-Unis beaucoup. Je vous montrerai un schéma plus tard. Temps de planification en commun, allègement de la tâche. C'était 4 points, je ne sais pas moi, 7%. Là. Mais dans d'autres pays, ils sont en train de travailler sur ce côté-là d'allègement de la tâche. Allègement de la tâche, ça ne veut pas dire juste moins de 100%. Parce que des fois, c'est 50%, mais qui vaut ça 50%. Okay? Donc, il y a une double dimension, même triple. Les personnes ressources désignées, le mentorat jumelage, 56%. Ce matin, on va vanter. Mais ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Puis on verra avec les améliorations qu'est-ce que ça prendrait pour que ce soit encore plus efficace. Bon, soutien de la direction, évidemment. Groupe de discussion sous forme de café pédagogique. Rencontre d'informations sur l'école, quand même, important. Libération ou temps payé. Bon, c'est aussi quand même très aidant. Bon, trousse d'accueil, OK? C'est la première mesure depuis que je connais qu'on essaie de mettre en place les choses. Trousse d'accueil. On fait un beau paquet, on y met les documentations pédagogiques, administratives. Tiens!
On lui crée USB maintenant, puis tout ça. Tiens, tu arrives à la maison, tu ne sais pas par où commencer, tu n'as même pas le temps de regarder ça. Tu aimerais juste que quelqu'un te dise, ça. Puis après ça, le reste, petit à petit, tu vas le découvrir. Donc, on voit quand même c'est aidant, mais bon, 40%. Je vais avec les derniers. On parlait de sport numérique. Hein, bon, c'est bien pour certaines choses, mais à ce qu'on voit, ce n'est pas nécessairement ni des mesures populaires, ni les plus aidantes. Et j'assistais à une autre communication tantôt où on disait qu'on constate que les enseignants débutants ont encore besoin de cette rencontre en personne, avec une personne physique, qu'on voit le visage, qui nous rassure et qui nous parle très vite, que d'aller nous perdre sur, même si c'est des petits textos, là, très vite ils vont voir qu'il y en a des textos et des textos. J'aime bien les textos, moi, là. Okay? Je les utilise plus que Facebook ou autre, mais à un moment donné, j'aime bien voir la personne. OK, parce que c'est des choses, des fois, aussi émotionnelles et affectives. Bon, je suis rendue aux améliorations. Il se passe des choses, on reconnaît la progression dans la prise en charge des enseignants débutants. J'ai analysé aussi les retombées, il y en a vraiment des retombées, ça vaut la peine. Et en passant, là, pour les personnes qui viennent de commission scolaire, et ce que j'ai vu, c'est dans un article qui paraîtra bientôt, c'était supposé paraître au mois de mars, mais bon, le mois de mars, il est fini. C'est que, pour s'il y a une meilleure prise en charge des enseignants débutants dans les commissions scolaires, meilleur est le sentiment d'appartenance, la motivation à rester à la même école ou à la même commission scolaire. Alors, on parlait tantôt des cours liés au roulement du personnel. Alors, si on peut, par ces mesures-là, créer un sentiment d'appartenance, une motivation à rester et à faire partie, ici à s'engager, on n'est pas perdant du tout. Alors, pour les améliorations, seulement 6% considèrent que non, c'est parfait, il n'y a pas d'amélioration. Puis en passant ici, c'est vrai, tout le monde a répondu aux questions relatives aux améliorations. Mais là, on s'est dit, tout d'un coup, les personnes se prononcent sur des choses qu'ils n'ont pas vécues réellement. Et donc, on ne sait pas si ce n'est pas juste de l'ordre de l'imaginaire. Hein? Bien qu'il y a des choses qui sont quand même vraies, dans le sens s'il dit que, bah, écoute, ce n'est pas accessible ce truc-là, puis je ne savais même pas qu'il y en avait à mon école. Alors, on a isolé les personnes qui vraisemblablement ont bénéficié de quelque chose dans le cadre d'un programme d'insertion. Et donc, les résultats sont quand même parlants. Première amélioration, et ça rejoint aussi ce que disent les porteurs de dossiers, intensifier l'accompagnement individuel en début de carrière. Donc, un soutien comme personnalisé, à toi par rapport à tes propres problèmes. Parce que le problème de l'autre, des fois, ce n'est pas le tien. Si on donne une formation en gestion de classe, puis que les enseignants débutants sont avec les enseignants d'expérience, ce n'est pas les mêmes préoccupations. Moi, je suis au premier niveau. Comment j'entre dans la classe? Comment je leur dis bonjour? Tandis que l'autre est rendu, ben, comment faire participer l'autre qui est comme ça, puis qui ne veut rien savoir, qui, des fois, me lance une chaise. Bon, mais ça existe, hein? Si je raconte ça, c'est que j'en entends parler. Bon, augmenter les jours de libération payés pour participer. Ce matin, on parlait, et c'est vrai, parce que les données, je ne pourrais pas les présenter, pourquoi certains enseignants ne participent pas même quand c'est offert, si même des fois ils savent, la surcharge de travail. C'est comme un autre travail, par-dessus un autre travail. On manque de temps. Mais si on était libéré et payé pour participer à certaines mesures d'insertion, là, ce serait bien. Ça me dégage, ça me rend disponible mentalement, cognitivement à suivre ça. Former et assurer le perfectionnement des mentors et des autres intervenants, c'est quelque chose qui est ressorti dans les deux catégories de répondants. Les enseignants débutants, pour avoir vécu et avoir vu, qu'est-ce que ça m'a apporté, c'est peut-être ça qui explique que 56% là, disaient être très satisfaits de ça.
Donc, il y a du travail encore. Puis, j'assistais à une autre communication tantôt aussi qui parlait justement de former les mentors. On n'en est pas mentor. On n'en est pas avec des compétences à accompagner des personnes, des fois souffrantes, entre guillemets, et puis à être capable d'accepter que l'autre, c'est quand même un professionnel, que je ne suis pas le supérieur, que je n'ai pas à imposer. Il y a des choses à apprendre. Améliorer ou bonifier le contenu du programme d'insertion. Je pense qu'on reconnaît dans d'autres trucs aussi là qu'il reste quand même du travail à faire. Certaines commissions scolaires ont une longueur d'avance, mais d'autres commencent à peine, ont une mesure ou deux, puis un peu simplissent, et ils savent qu'ils ont besoin aussi d'enrichir, de bonifier. Mais il y a aussi des enseignants débutants. Ce ne sont pas des vases vides à remplir. Les autres aussi se considèrent comme étant une ressource pour le milieu, une ressource pour les autres, et ils aimeraient aussi être en relation avec d'autres débutants qui vivent les mêmes problèmes. Donc, ils aimeraient que le programme tienne compte justement que les enseignants débutants sont aussi une ressource à valoriser. Puis accroître la collaboration avec les ressources externes pour bonifier et diversifier l'offre de soutien et en assurer la cohérence. Dans les ressources externes, on parle de syndicats, ils sont considérés comme les ressources externes, on parle des universitaires, on parle des associations professionnelles, je ne sais pas si j'oublie une catégorie. Bon. Augmenter l'accessibilité aux enseignants débutants. Hein? Tu vois, on dit, ben, j'ai attendu autant d'années. En fait, quand on me l'a offert, je n'avais plus besoin de ça. Parce que mon problème, là, c'était trop tard, 5 ans après. OK? Améliorer l'arrimage et la cohérence entre les différentes mesures et dispositifs. Des fois, on a l'impression que c'est éclaté. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis tu vas ici, tu vas là, mais l'arrimage entre les deux, et des fois même le suivi pour le transfert. Donc, ça peut être une piste aussi qui peut être creusée. Ensuite, améliorer la coordination de l'offre de soutien et le suivi entre les intervenants. Accroître la rigueur de la démarche. Des fois, on trouve que oui, vous allez vous rencontrer, toi et mentor, puis vous pouvez... OK. Ensuite, curieusement aussi, il y a quand même 16% qui disent qu'on devrait obliger un minimum de participation à certaines mesures d'insertion. Le thème était ressorti dans l'enquête auprès des porteurs de dossiers. Là, je me suis dit, OK, mais ce n'était pas beaucoup quand même non plus. Mais je me suis dit, il faut aller voir auprès des personnes, est-ce qu'ils considèrent que ça? C'est sûr qu'on aime la souplesse. Réflexion, premier élément. Besoin de soutien important en début de carrière, mais 2 moments forts critiques. C'est quoi ces moments forts critiques? Vous rappelez-vous des moments qui vous a semblé être plus critiques que les autres? La première année, et ensuite? La deuxième année. Mais on voit qu'il y en a quand même qui ont besoin de soutien. Tout dépend de leurs conditions d'insertion. Tout dépend de leurs tâches. Tout dépend de la stabilité dans la tâche et dans l'école. Nature plurielle des besoins de soutien. Est-ce que quelqu'un peut me nommer 1 ou 2 domaines ou dimensions des besoins de soutien? Oui, gestion de classe. Connaissance des rouages administratifs. Les rouages administratifs, syndicales, OK. OK, y a-t-il autre chose? Affectif. Ouais, au niveau personnel, affectif, émotionnel. Et comme je vous disais, une porte d'entrée, c'est une recherche d'Ogord en 1996, il dit le plus grand besoin quand tu commences, hein, c'est vraiment au niveau personnel, émotionnel. Après ça, tranquillement, on peut t'apprendre à développer, à consolider tes compétences. Il faut créer, il faut ouvrir la porte. Des fois, il y a des règles qui font que tu rentres, mais la porte se ferme tout de suite. Il faut l'ouvrir. On alla chercher la personne. Donc, on a tout pluriel des besoins de soutien, mais ça me fait penser aussi aux différentes dimensions. Des progrès dans l'offre de soutien, mais des améliorations société. Quelles améliorations avez-vous retenues? Ou quelle amélioration vous semble vraiment importante et pertinente pour prochainement? Oui? C'est sûr qu'il y a les tâches, qui est peut-être l'aspect le plus difficile à changer, mais qui serait peut-être le plus important.
OK. Je pense que les besoins individuels aussi. Les besoins individuels. Oui, les besoins individuels, mais à quel niveau? Ben, ça dépend de la personne. Okay. Elle, là, si elle a besoin d'apprendre sur la gestion de classe ou apprendre sur les méthodes d'enseignement, ça dépend de son besoin à elle. Alors, je vais résumer, traduire dans une autre langue. Ce serait comme adapter l'offre aux besoins des personnes. Alors, une petite rencontre pour savoir qui sont nos nouveaux enseignants, qui sont nos jeunes. Allez, venez ici. Là. Moi, je suis la direction, moi, je suis la personne porteur de dossier. J'aimerais bien vous connaître, j'aimerais bien échanger avec vous. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Ah, moi, je ne sais jamais quel chemin prendre pour aller à tel pavillon. Ah, OK, c'est ça. Voilà la carte. Bon, OK. J'exagère un peu, là, mais des fois, c'est des choses simples sur lesquelles on peut aider. Impact plus significatif si le soutien est adapté aux besoins. Je pense que j'ai réussi à vous montrer que c'est ça. Mais je ne suis pas allée dans les détails, mais c'est ça. Ensuite, alors, les programmes d'insertion professionnelle doivent s'adapter aux besoins diversifiés des enseignants débutants. Puis une attention particulière doit être portée aux conditions de mise en œuvre pour en améliorer l'efficacité et les retombées. Ce n'est pas juste de dire, bon, on vient de nous donner, je ne sais pas moi, 400 000, puis il faut mettre quelque chose en place, puis c'est urgent parce que sinon on va nous le couper ou on va le remettre dans... Souvent c'est comme ça, là. Mais c'est peut-être une mesure, mais la pensée au niveau des conditions de mise en œuvre. C'est bon de dire, on va offrir le mentorat. Bon, on sait que c'est bien, mais si tu offres un mentor, puis ça arrive dans les données aussi, le mentor était à une autre école, non seulement était à une autre école, mais pas dans la même discipline. Bah, c'est bien bon, on va dépenser, peut-être on va aider en quelque sorte, mais on n'optimise pas le potentiel de la mesure. Donc, il faut une réflexion. Une combinaison de mesures bien ciblées est vraiment prometteuse. Et je m'appuie aussi sur, bon, non seulement les résultats ici, mais aussi sur l'étude de Smith et Ingersoll en 2004, qui ont réussi à montrer que juste le mentorat, le programme de base, mais c'était en lien avec le décrochage, là, le roulement du personnel, puis l'abandon, c'était en anglais, puis ça ne changeait pas tant que ça. Et je vous montre ça. Donc, on se préoccupait des mauvaises, c'est ce qui change, le roulement, et ce qui quitte complètement. Puis, sur sa mentorat, bah, on avait 20%, puis 21% pour ce qui quitte. Mais juste avec le mentorat de base et un petit soutien de la direction, bon, on voit quand même que ce qui bouge, bah, il diminue un peu. On a plus le goût quand même de rester là. Mais au niveau de l'abandon, ce n'est pas suffisant. Ensuite, s'il y a le mentorat, le soutien de la direction, la collaboration avec les collègues, on voit qu'à la fois le roulement, l'abandon diminue. Si on ajoute les séminaires, la planification, des planifications réduites, vous parlez de tâches, hein? On vient de toucher un gros morceau et on voit vraiment l'impact est plus significatif. Il reste 3 éléments. Des acteurs à mettre à contribution, évidemment. On parlait du réseautage, on parlait de communautés d'apprentissage, de communautés de... Mais il faut se rappeler, les enseignants d'expérience, évidemment, il y a les conseillers pédagogiques, il y a les enseignants débutants, il y a les directions d'école, leur soutien est important, l'équipe école, les syndicats, les universités, qui, dans leurs tâches, ont un volet comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gens n'en profitent pas pour avoir de la main-d'œuvre gratuite. Bon. Bon, en tout cas. Puis, tout cela ne remplacera jamais l'importance d'un climat d'école sain, c'est-à-dire au niveau de l'entraide, la collaboration, les conditions de travail positives, comme donner un espace où on participe aux décisions, mais ça peut être au niveau des tâches aussi. Hein. C'est qui parlait de voir l'expérience un peu de la personne avant de lui coller quelque chose qu'il va accepter, mais qu'il va vivre malheureux. Et en dernier, l'insertion professionnelle, c'est une responsabilité individuelle. Pour le jeune enseignant, il faut aussi faire des pas
pour rapprocher le monde. Je sais qu'il y a un 5% qui a peur d'être jugé. Il faut les rassurer sur 5%, mais les autres, quand même, doivent faire leur part. Et en dernier, c'est merci.